Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Beñat Ortega. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur général de la foncière cotée Gecina. Il faut expliquer Gecina pour ceux qui ne connaissent pas. Opérateur immobilier intégré, coté en bourse sur le SBF 120. C'est à la fois propriétaire, gestionnaire et développeur immobilier. Expliquez-nous en quelques mots. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. La foncière Gecina, elle a 3 lignes de métier pour créer de la valeur. La première, c'est opérer les immeubles dont elle est propriétaire. Nous sommes propriétaires à peu près 18 milliards d'actifs, principalement à Paris. Et notre premier métier, c'est de générer des loyers qui nous permettent derrière de verser des dividendes à nos actionnaires. Le deuxième métier, parce que l'immobilier porte mal son nom, il est en perpétuelle évolution, c'est de transformer cet immobilier pour correspondre aux nouveaux besoins, soit des entreprises, soit des locataires de nos logements. Et donc pour ça, on a une activité de redéveloppement de nos immeubles qui nous permettent de, en permanence, adapter notre parc aux nouvelles attentes des clients. On y reviendra, j'imagine, sur les transformations en cours sur le marché du travail et des conséquences sur les entreprises. Et donc, par exemple, on a restructuré lourdement sur les 10 dernières années plus de la moitié de notre portefeuille. Donc ça, c'est une deuxième activité. Pour quel investissement? Quel montant d'investissement? Pour plus de 3 milliards d'euros sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est notre deuxième métier, c'est de coller en permanence à la demande, aux attentes de nos clients. Et puis le troisième métier, puisqu'on est un investisseur également, c'est essayer de trouver les bonnes fenêtres pour créer de la valeur sur notre activité de rotation du patrimoine. Essayer de céder les actifs au bon moment. Ouais. On a cédé beaucoup d'immeubles en périphérie parisienne au moment où les SCPI étaient en collecte massive d'épargne. Et donc on leur a cédé des immeubles pour lesquels nous pensions qu'il y aurait moins de croissance à venir que sur les zones centrales. Et puis, on a cédé des immeubles de luxe, on a cédé du résidentiel étudiant au moment où il y avait un pic de demande sur le marché de l'investissement. Et tout ça pour reporter nos investissements un peu de façon contracyclique. On a acheté, par exemple, l'année dernière, un immeuble de bureau à côté de Saint-Lazare qui va assurer la croissance du groupe de demain. Donc, 3 métiers, opérer, restructurer et développer pour ajuster aux attentes, et puis acheter et vendre pour saisir les fenêtres de marché du marché de l'investissement. 18 milliards d'euros de patrimoine immobilier, 85% c'est du bureau, 15% c'est du logement. Et là, certains qui écoutent vont se dire « Oh là là, immobilier de bureau, le contexte est difficile pour les bureaux, les boîtes ne veulent plus de bureaux, Gecina, c'est en difficulté. » Non, vous vous en sortez hyper bien. Et là, on se dit « Mais comment quoi ?» Alors les résultats effectivement de l'année 2025 ont été positifs, nos loyers ont augmenté, oui. Nous avons pu augmenter le cash flow par action de notre patrimoine, on a augmenté le taux d'occupation de nos immeubles, de façon peut-être contre-intuitive, mais c'est effectivement, on essaie de fabriquer des immeubles qui correspondent à ceux dont ont besoin les entreprises. Donc quand on entend le marché immobilier de bureaux va mal et vous allez bien, comment vous avez fait? Alors le marché a bifurqué au moment du Covid. Au moment du Covid, les salariés se sont rendus compte que finalement passer 1 heure en transport en commun pour aller au bureau, c'était un effort. Et ça a mis de la pression sur les entreprises pour être capable de les refaire revenir au bureau. La réaction des entreprises a été de, optimiser leur parc de bureaux. Ils ont pris globalement un peu moins de mètres carrés. Oui, au passage, on a lu Exactement. Boîte allège leur facture immobilière. Exactement. Mais en fait, ils ont reporté leurs demandes et leurs attentes sur des immeubles mieux placés, plus serviciels, plus collaboratifs, ce qui leur permettait de plus facilement recruter, c'est ça votre positionnement. Plus facilement de motiver leurs salariés. Et en fait, c'est exactement le positionnement de Gecina depuis longtemps. Et donc, en fait, ce report de la demande de zones plus excentrées, moins bien desservies, d'immeubles un peu moins modernes, moins collaboratifs, vers des immeubles plus centraux, en fait, c'est ça qui a porté la croissance. Centraux, donc parisiens, donc à Paris, les meilleurs quartiers, bien desservis, avec du service. Exactement, une vie de quartier, de la culture le matin, le soir, et puis dans des immeubles qui permettent en fait cette nouvelle façon de travailler, plus interactive, plus collaborative. Avec des gens qui font du sport, je vois des salles de sport derrière vous. Et effectivement, alors en fait c'est dedans-dehors, puisque dans les immeubles de bureau, effectivement, il y a une attente, notamment des jeunes, de faire plus de sport. Donc on installe des salles de sport. On a une petite différence par rapport à il y a 25 ans, c'est qu'on accueille quasiment 4 générations maintenant dans les immeubles de bureau. Et donc, il faut qu'on ait des offres qui répondent aux attentes des différentes générations. Et donc, ce qu'on fabrique, nous, Gecina, c'est plutôt des immeubles de grande ampleur qui nous permettent d'offrir des gammes de services, typiquement sur le sport, assez diversifiées. Et donc, on va de l'hydrox au yoga, aux salles de muscu, pour répondre en fait à l'ensemble des attentes des utilisateurs des entreprises. Et donc, vous disiez taux de vacances locatives dans votre immobilier, qui est donc parisien essentiellement, ouais, et de 6%.
Ouais, même un peu moins en Quel est moyenne. le marché, et t'as 4% combien? à Paris. Le marché, à l'échelle de l'Île-de-France, est supérieur à 10%. Ouais. Et sur certaines zones plus périphériques, typiquement la périphérie nord de Paris, on atteint 25%. Donc on voit bien les résultats après 5 ans post-Covid de la bifurcation du marché entre les zones les mieux localisées, les meilleurs immeubles, et les immeubles plus obsolètes et moins Et bien c'est ce qui placés. fait que Gecina aujourd'hui se porte bien. Et c'est surnage. ce qui fait qu'on a été capable en fait, de générer une croissance assez forte sur les dernières années. Ce taux de vacances, il aura vocation à remonter, on est sur un point bas ou pas? On est à peu près au niveau de vacances qui est, on va dire, normatif dans notre activité. En fait, on a une rotation de nos locataires régulière. Hein. Les locataires ne restent pas ad vitam chez nous. Entre deux locataires, il faut rénover de temps en temps, le temps de le relouer. Donc, en fait, ça donne à peu près ces 4-5% de vacances. Ça veut dire que vos clients sont essentiellement les grands groupes qui peuvent se payer ce type de locaux de prestations bien placés avec du service? En fait, on a la chance, et on ne se le dit pas assez, en France, et particulièrement en Île-de-France, d'avoir une immense diversité d'acteurs économiques. On a à la fois l'État, qui est un gros occupant d'immeubles de bureaux en Île-de-France, mais on a toutes les activités économiques, avec à la fois des très grands groupes, Français ou étrangers? Français ou étrangers, qui viennent chercher ici la qualité de formation. Ouais. Et là, à nouveau, on ne se le dit pas assez, mais on continue à produire parmi les meilleures équipes marketing, les meilleurs ingénieurs au monde en Île-de-France. C'est ce que viennent chercher ces grands groupes internationaux, français ou étrangers. Ouais. Et ensuite, on a tout un écosystème qui travaille autour de ces grands groupes. Et en fait, ce qu'on voit, et c'est ce qui a fait la résilience en fait, de notre activité, c'est qu'en Île-de-France, on ne dépend pas d'une seule activité. On est moins mono-exposé à la finance que Londres. En fait, en France, on a à la fois les plus grands majors de l'énergie, on a les plus grands majors de la construction, on a les plus grandes banques d'Europe continentale. On est aussi très fort en IA. Google vient d'installer ses équipes de DeepMind à Paris. Et donc, c'est extrêmement divers. Et en fait, c'est exactement ça que vont chercher les entreprises chez nous. Cette répartition, 85% bureau, 15% logement, ça vous va bien ou parce que vous étiez plus haut en matière de logement, vous étiez à 20%. Ça vous va 85-15 ou ça peut encore bouger? On a deux ambitions qui sont complémentaires. La première, c'est d'être les leaders sur l'immobilier de bureau. On a la chance d'être sur le meilleur marché d'Europe continentale. C'est pas vous leader? Paris. C'est pas vous leader? On est la plus grosse foncière d'immobilier de bureau en Europe. Okay. Et donc ça, c'était une volonté de notre part. On voit que l'écosystème bureau est en pleine transformation et on veut être les plus forts, ceux qui ont les capacités d'investissement, pour être ceux qui vont bénéficier des transformations en cours. Donc ça, c'est première volonté, c'est ce qu'on a continué à faire, c'est renforcer la partie de bureau de notre patrimoine pour être les plus forts, pour adresser ces changements à l'œuvre. Et la deuxième, c'est continuer à avoir des activités qui nous permettent de générer des revenus qui sont potentiellement un peu contracycliques par rapport à la demande de bureau. Donc ça, c'est typiquement le cas de l'activité de résidentiel, qu'on ne transforme pas ailleurs, mais c'est aussi des revenus complémentaires venant de la gestion compte de tiers ou autre. Donc vraiment, d'abord ancrer la société comme un leader de l'immobilier de bureau en Europe, et puis garder des activités complémentaires qui assureront une partie de notre croissance de demain. Et donc, Benet Ortega, si j'ai bien compris, donc les boîtes prennent un peu moins de bureaux, mais elles réallouent une partie de la facture allégée dans des bureaux de meilleure qualité. C'est exactement ce qui est à l'œuvre. C'est ça? Ouais. Dans le momentum actuel, il vaut mieux donc, à vous écouter, vendre du logement et acheter des bureaux. Alors c'est ce qu'on a fait l'année dernière, puisqu'on a fait tourner notre portefeuille. On a cédé à peu près 1 milliard d'euros d'immeubles, principalement résidentiels, à la fois du résidentiel étudiant, pour bénéficier d'une hype du résidentiel étudiant sur l'investissement en immobilier en Europe. Et on l'a reporté de façon un peu contracyclique, parce qu'il y avait moins d'investisseurs et donc on était moins en compétition pour acheter les meilleurs immeubles de bureaux et pour acheter à bon prix, ce qui assurera la croissance du groupe de demain. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Vous avez racheté récemment à Saint-Lazare un immeuble qui est en travaux, j'imagine. Exactement. Et là, j'ai vu, alors il y aura donc des parkings à vélo immenses, assez classiques, espace de douche, jet lag room pour les collaborateurs qui rentrent de voyage d'affaires. Voilà, on y est tout plein dans le... On est exactement dans ce que j'évoquais, c'est-à-dire que la demande aujourd'hui, elle est portée sur qu'est-ce qui va faire de la différence. Comment est-ce que je vais pouvoir attirer les meilleurs talents? Mais pas les PME, les ETI ne peuvent pas se payer ça. Aujourd'hui, on a une activité diversifiée. Sur ces grands ensembles immobiliers, on n'a pas toujours un énorme locataire qui prend tout l'immeuble. Ça nous arrive, on a accueilli toutes les équipes créatives de Publicis. Ils ont pris un immeuble complet dans le 17e pour regrouper toutes leurs équipes. Effectivement, Rue de Courcelles. Mais sur des immeubles typiquement de signature, on sera plutôt sur une grande diversité de locataires, sur des plus petites surfaces et des gens qui cherchent à avoir peut-être moins de mètres carrés qu'avant, mais mieux placés
et avec toute la gamme de services. Ouais. Donc des PME, des ETI, des plus petites boîtes peuvent aussi offrir ce type de bureau. Exactement. Ouais. Ouais. Et l'autre façon, et la raison pour laquelle en fait, on a un portefeuille divers de clients, c'est que sur ces grands ensembles immobiliers, en fait, on déploie toute une gamme de services, notamment des salles de réunion, des auditoriums, qui sont utilisés à l'usage. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir une salle du conseil qui fait 20 places ou 30 places, ou une grande salle de réunion pour réunir son CSE, puisqu'on n'en a pas besoin toute l'année. En fait, on se sert à la carte de ces mètres carrés, et c'est ça aussi qui permet d'optimiser l'utilisation des mètres carrés par nos clients. C'est-à-dire le fait de déployer ces services en commun abaisse la facture générale pour le client. Mais là, Ortega, il y a votre plus gros client en matière de loyer, c'est aujourd'hui, c'est Engie. Exactement. Engie va quitter donc la tour T1 qui est à la Défense le mois prochain, en avril. Fin avril. Fin avril, exactement. 150 millions d'euros de travaux sont prévus. Ils vont à la Garenne-Colombes, c'est ça? Ils vont à 2 arrêts de tram de là. Ouais, ils ont un campus, leur campus. Qui va remplacer Engie? Alors, l'activité de la Défense, aujourd'hui, elle est extrêmement diverse. La Défense, historiquement, c'était essentiellement des grands sièges sociaux de très grandes entreprises. Ça l'est toujours, ça reste quand même le hub de l'énergie. Total vient de se faire construire une tour. On a Saint-Gobain qui a une tour complète à la Défense. Le hub de la Société Générale est toujours à Défense. Ce qu'on a vu sur les dernières années, c'est que le hub de transport de la Défense est significativement amélioré. Une des critiques de la Défense, c'est que les transports en commun étaient saturés. Avec l'arrivée du tram, puis du RER, la densification des trains, le hub de la Défense est devenu le meilleur hub en dehors de Paris Intramuros. Ça attire toutes les entreprises qui sont en périphérie, un peu moins bien localisées. Et donc on a vu en fait la demande locative se diversifier et on a de plus en plus de petites et moyennes surfaces dans notre langage immobilier, s'intéresser à la Défense pour être mieux localisé sur un hub de transport qui est bien meilleur. J'entends. Qui va remplacer Engie? Ça sera pas, mon point, ça ne sera pas un seul acteur. Et c'est là où je voulais en venir. Ce sera probablement, et c'est comme ça qu'on a pensé la rénovation de la tour. Ça avait été construit comme un siège social de très grande entreprise et on va la transformer en fait en un hub de multiples entreprises qui viennent être soit proches de leurs clients, soit de leurs fournisseurs à la Défense. Ça peut être plus rentable au final? Vous diversifiez les... Ce sera probablement moins risqué à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va sécuriser nos revenus puisque, ayant une plus grande quantité de locataires, on sera moins exposé à un départ. Il y a déjà la demande là? Vous êtes déjà en discussion? Aujourd'hui, on a déjà des discussions alors que la tour sera probablement rénovée et livrée début 28. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous êtes une foncière moins endettée que les autres? C'est vrai. Ouais. C'est vrai, et ça a été une volonté du groupe depuis longtemps d'avoir le meilleur bilan sur l'immobilier de bureau en Europe. C'est-à-dire meilleur bilan, c'est-à-dire le ratio LTV, donc le rapport entre la quantité de dette nette et la valeur des actifs est inférieur à 40%, qui est de loin le meilleur ratio sur les foncières d'Europe continentale. La plupart sont entre 40 et 47%, donc significativement au-dessus de... Bon élève. Donc on est le bon élève de la classe, à la fois sur la volumétrie de dette par rapport à nos valeurs d'actifs, mais aussi sur la duration de la dette. Et y compris, moi je suis arrivé il y a 4 ans, mais c'était déjà avril 2022. Avril 2022. Gecina avait toujours émis des obligations très longues, de façon à sécuriser sur très longue durée sa liquidité et le coût de sa dette. On a encore plus de 50% de notre dette qui a échéance après 2030. Et donc ça permet d'absorber les chocs. Je vous entendais sur les chocs de taux d'intérêt sur l'Iran on va en parler, juste avant avec Jean-Marc. Ça permet d'absorber tous ces chocs court terme, puisqu'en fait, nos premières échéances de dette sont après 2027 et un certain nombre même après 2036. Il faut qu'on parle du dividende, 5,50 €, en croissance d'ailleurs, en croissance de combien? 1%. 1%. Bon, on aurait pu être plus généreux, mais ça fait comme 8% de rendement. 8% de rendement, c'est la moyenne, je pense, des foncières, mais c'est bien. Après, je m'interroge, et c'est vrai que sur le parcours de l'action, au vu de tout ce qu'on a dit, l'action qui baisse de 18% depuis le début de l'année, 32% sur 3 ans, j'imagine que ce n'est pas un parcours boursier qui peut vous satisfaire. Comment on explique ce hiatus entre vos résultats financiers et l'évolution du cours de bourse? Bon, on fait face à un monde en multicrise. La première, c'est la corrélation au taux d'intérêt. Oui. Un cours de foncière, généralement, suit de façon inversée les taux d'intérêt. Malheureusement, c'est pris 70 points de base. Et là, vous avez vu, les taux d'intérêt longs ont relativement progressé ces dernières semaines, mais c'était le cas depuis la guerre en Ukraine et l'inflation.
Et donc, on a sous-performé. Et vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez pas la main là-dessus. Et alors, on y travaille, et c'est pour ça aussi que j'exprime la duration de notre dette. On se hedge sur très longue durée, justement pour pouvoir absorber ces chocs-là et garder nos capacités. Et indépendamment de l'impact taux sur le parcours. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est il y a eu tout un halo autour de la demande de bureaux lié aux révélations ou anticipations sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la demande de bureaux futurs. Donc un certain nombre de déclarations, à la fois d'Anthropic et d'opérateurs immobiliers, qui ont mis un halo négatif sur la demande de bureaux. Là-dessus aussi, on a des réponses en disant l'IA va probablement impacter le marché du travail, mais notre métier à nous, vous savez, Gecina, on est effectivement la plus grosse foncière de bureaux en Europe, mais on ne représente que 2% du marché parisien. Et donc notre métier à nous, c'est d'être capable d'accueillir, et c'est ce qu'on fait, accueillir les équipes à plus forte valeur ajoutée de ces entreprises-là. Et donc probablement celles qui bénéficieront de l'impact de l'IA. Mais c'est vrai que ce halo négatif sur l'immeuble bureau a pesé sur notre cours. Et après, le troisième point, on a une grosse phase de croissance sur les dernières années, plus de 30% de croissance de nos cash flows. Et là, on entame notre nouveau cycle de croissance. Les marchés étant souvent impatients, la croissance de notre cash flow par action va être forte entre 28 et 30, parce qu'on a lancé 4 grands projets de restructuration d'immeubles de bureaux qui vont être livrés autour de l'année 2027, le temps qu'ils se remplissent. C'est ça qui va faire la croissance de demain. Et donc, on est aujourd'hui dans un moment d'attente des marchés de cette réalisation de ce nouveau plan de Mais jusqu'à présent, en tout cas, vous n'êtes pas satisfait par ce parcours boursier. Aujourd'hui, c'est extrêmement frustrant, puisqu'on a des fondamentaux solides et le marché ne nous reconnaît pas à date cette performance. Qu'est-ce qui pourrait faire office de déclic ? Je pense que si on prend les sujets dans le sens inverse, plus vite on est capable de générer des revenus supplémentaires grâce à nos opérations de développement, c'est-à-dire plus vite on les loue, plus vite ce sera un catalyse pour que le marché se rassure sur le fait que, oui, l'immobilier prime, serviciel, bien placé, est immune à toutes les transformations en cours, et notamment l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est voir la réaction des entreprises face à la transformation de l'IA. Moi, mon intuition, c'est que ça aura un impact, mais il sera probablement relativement lent, le temps que ça se déploie. Et donc, on aura le temps d'adapter en fait, notre activité à tout cela. Et la troisième, c'est les taux. Les taux, c'était la discussion tout à l'heure. Ouais. On finit là-dessus. Qu'est-ce que vous dites aux particuliers, aux investisseurs qui nous regardent, qui n'ont pas de Gecina en portefeuille, je pense que pour les convaincre, pour un investisseur qui regarde la situation, Gecina, c'est une entreprise lisible. Notre portefeuille, c'est des immeubles sur les Champs-Élysées, c'est des immeubles avenue Montaigne, c'est des immeubles place Vendôme avec les meilleurs locataires et les meilleures équipes de ces locataires. Donc en fait, quand on parie sur Gecina, on parie aussi sur le futur de l'économie française. On a les équipes qui créent les fragrances de demain pour LVMH. On vient d'accueillir un hedge fund qui est probablement une partie du futur de la finance de demain. On accueille les équipes créatives de Publicis qui font la pub de demain. Donc parier sur Gecina, c'est un portefeuille qu'on peut comprendre quand on est français, puisqu'en fait, c'est des adresses qui sont compréhensibles par les Français, et c'est des immeubles qui sont occupés par les entreprises qui performent. Et on voit une crise énergétique, on a effectivement Engie comme locataire, on a aussi les équipes du nucléaire d'EDF dans nos immeubles. Donc c'est bien ceux qui préparent l'économie de demain. Donc c'est lisible, c'est simple, et puis on est une entreprise qui est prudente. Vous parliez du dividende, ce qu'on a annoncé au marché récemment, c'est que le dividende qu'on a versé cette année à 5,50, on est capable de le tenir sur la moyenne durée, puisqu'on a dit que sur les 5 prochaines années, on serait à minima à ce chiffre, et au fur et à mesure du remplissage de nos immeubles, on serait en capacité de les croître. Donc pour un investisseur, sur un profil de risque qui est peu risqué, puisque c'est les meilleures adresses, les meilleurs locataires, on est sûr de toucher son dividende, et ensuite on aura une croissance de ce dividende sur les années à venir. Et ben voilà, affaire à suivre. Vous reviendrez nous voir, on fera un point l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Beñat Ortega, donc directeur général de la foncière cotée Gecina, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.